Vous êtes passionné de la science et des recherches universitaires? Prenez désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. L'innovation fascine, interroge et s'interroge. L'innovation construit et se construit, l'a dit Lina Alami, écrivaine et innovatrice. De l'innovation technologique découle la résolution des grands problèmes mondiaux et en Afrique, l'un des problèmes centraux, c'est la disparition des langues locales, ces langues qui véhiculent des savoir-faire, des cultures et des valeurs. Dans le souci de les restaurer, la technologie va intervenir avec diverses créativités à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est à juste titre que des jeunes béninois aux profils divers ont proposé des solutions permettant de mettre en avant les langues béninoises à travers le numérique. Ces créations leur ont valu les 2e et 3e prix du Hackathon IA. C'est un challenge multimodal et multilingue où la technologie rencontre la diversité linguistique et culturelle. Ce numéro de votre émission Universcience se donne pour mission de mettre la lumière sur ces jeunes innovateurs béninois qui ont fait briller leur talent il y a quelques jours. Puisque c'est d'eux que nous parlons, nous recevons Théophas Afomansé, Gilt Baguidi qui ont remporté le 2e prix du challenge et Paul Combeto, membre de l'équipe du 3e prix. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les auditeurs ont envie de savoir à qui ils ont affaire ce soir. Pouvez-vous nous parler de vous, Gilt Baguidi? Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Je suis Giltok Baguidi, développeur IA. Je suis membre de la startup AIDA, Artificial Intelligence of Development of Africa. Et notre ambition, c'est de résoudre des problèmes liés à l'Afrique, que ce soit dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation et autres, grâce à l'IA. Voilà. Et vous, Théophas Afomansé? Bonsoir à tous les auditeurs. Mon nom, c'est Théophas Afomansé. Je suis responsable du département web et mobile dans la startup AIDA que mon confrère Guita a présenté. Mis à part le projet, j'ai travaillé sur de nombreux autres projets en apprenant des projets utilisant l'IA pour analyser les images et autres. Et il y a de tout sur mon portfolio GitHub. Voilà. Super, je suis entourée que de développeurs ce soir et il y a également Paul Combeto qui est membre de la 3e équipe qui a remporté le prix du Hackathon IA. Bonsoir Paul Combeto. Oui, chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Moi c'est Combeto Paul, je suis développeur système et logiciel embarqué en formation. Je me forme aussi sur les métiers de la data et de l'IA et au quotidien j'essaie de faire de mon mieux pour propulser l'innovation grâce à l'IA. On va aborder la thématique qui nous réunit ce soir. Pourquoi avoir décidé de participer à ce Hackathon Gilt? Est-ce parce que vous êtes dans le domaine du numérique ou pourquoi vous avez participé à ce Hackathon? Ok. Bon, déjà, je suis un très grand passionné de tech et d'IA. Et quand j'ai appris qu'il y avait ce challenge, je me suis dit, il faut y aller. Je ne peux pas être dans l'IA. Et à chaque fois, on se plaint qu'il n'y a pas des événements de telle envergure au Bénin. Et une fois que l'occasion se présente, il faut la saisir. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de participer. Déjà pour l'honneur, parce que nous sommes en IA. Il faut être présent. Il faut montrer à tous ces organisateurs que nous sommes dévoués. Nous sommes motivés à travailler sur des projets en IA propres à notre pays. Donc, c'est la première raison pour laquelle nous avons voulu participer. C'était aussi une raison pour faire connaître la startup AIDA parce que juste là, nous avons réalisé quelques meets pour présenter des sujets en rapport avec l'IA. Donc, on s'est dit, si on remporte ça, ça fera connaître le nom de AIDA. Voilà, vous êtes de la même équipe que Théophas Afomansé. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, Théophas? Je pense que Guita a résumé toutes les raisons. Ce n'est pas seulement une équipe, c'est une start-up. L'objectif de la start-up, c'est d'impacter l'IA au Bénin et peut-être par extension en Afrique. On a voulu se faire connaître, on a voulu valoriser notre nom et faire entendre notre nom un peu partout. Et je pense que ça a plutôt marché. L'objectif a été atteint et puis nous en sommes contents. Et de votre côté, Paul Combeto, est-ce que peut-être il y a une petite passion pour les langues qui ont fait que vous avez décidé de participer à ce challenge-là? Oui, tout évidemment. D'abord, au départ, l'objectif principal, c'était
de résoudre des problèmes du Bénin. Donc, étant dans la technologie, on sait que tout ce qu'on fait, c'est pour résoudre les problèmes de notre société. Donc, c'était une occasion de se mettre à réfléchir sur des problèmes de notre société, de pouvoir les résoudre. Également aussi, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était le challenge. Parce que 3 jours de compétition, 3 jours de travaux, c'est vraiment challengeant. Et c'est ce que moi, je recherchais toujours, des compétitions où on peut aller se challenger, où on peut aller apprendre des choses rapidement. Donc, quand j'ai vu l'annonce de l'hackathon, je n'ai pas réfléchi. J'ai en même temps contacté les membres de mon équipe afin qu'on forme l'équipe pour pouvoir participer. C'était aussi une chance de gagner et de pouvoir de pouvoir nous faire connaître au niveau national et pourquoi pas même international. C'est toutes ces raisons qui m'ont motivé personnellement à y participer. Ok, comparativement à la start-up AIDA qui existait déjà, vous êtes constitué pour pouvoir participer au challenge. Comment est-ce que vous avez constitué l'équipe là? Est-ce que c'est uniquement des personnes avec qui vous avez collaboré par le passé ou vous avez cherché d'autres profils pour se joindre à vous? Bon, la team SCGM, c'est ainsi constitué de 4 personnes. C'est un nom qui existe depuis longtemps. Et bon, moi je suis il y a un de mes mentors qui fait partie de l'équipe et donc quand il voulait participer à cela et il n'y avait pas, donc ils avaient besoin de personnes également et c'est comme ça je lui avais parlé que j'ai envie d'y participer. Donc c'est comme ça qu'il m'a intégré directement à l'équipe pour que je puisse participer. Donc c'est un nom qui existait depuis longtemps, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Théophas, dites-nous un peu comment votre équipe s'y est prise pendant la phase pré-challenge. Pré-challenge, ça a été assez éprouvant parce que il fallait se préparer, il fallait préparer les modèles, il fallait préparer. Déjà, il y avait plusieurs sujets, il y avait plusieurs thèmes. Il fallait choisir le thème qui nous conviendrait le mieux. Et on a passé, je dirais, 1 semaine et demie ou 1 semaine à faire des meets carrément tous les soirs pour se préparer, à réfléchir sur quel modèle il fallait aller, sur quelles compétences il fallait aller, sur quel genre d'application il fallait faire. Ça a été vraiment éprouvant en fait. Et Gilles, vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez ressenti de plus pendant cette période pré-challenge là? Je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette période parce que il y avait tout un engouement, toute l'équipe. C'était la première fois que toute l'équipe participait à un projet unique. Et donc, chaque soir, on faisait les meets. C'était à la fois éprouvant, comme disait Théophas, mais à la fin, on se disait oui, on allait préparer du beau. Donc, c'était vraiment une belle expérience parce que chaque soir, chaque personne présentait les résultats de ses recherches. Surtout pour le challenge, on nous avait pas bien expliqué le sujet. Donc, on devait mener chaque hypothèse. On peut nous demander ci, on peut nous demander ça, et on se préparait pour ça. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé pour ces 3 jours de compétition. L'équipe était composée de combien de personnes environ? Environ 16. Environ 16 personnes. Ok. Et 16 pour la start-up, mais 6 selon représenter là-bas. Au cours de ce challenge-là, voilà. D'accord. Et voilà, votre projet, c'est quoi le projet que vous avez soumis au cours du hackathon? Okay. Le projet s'appelle Allodometer. Donc, ça veut dire quoi, comme pour dire celui qui aide. Voilà. Et donc, ça consiste c'est une application mobile qui va vous permettre de traduire n'importe quel test, français, anglais, espagnol, en langue yoruba. Donc, ça, c'est un peu comme Google Lens. Vous scannez une image du test et vous avez un retour audio qui vous lit le test en yoruba. Directement. Oui. Et nous avons surtout pensé aux grands-parents, personnes âgées qui ne maîtrisent pas la langue française et qui ont souvent des difficultés à lire des papiers comme l'ordonnance, la carte d'identité pour se retrouver. On s'est dit, et si on aidait ceux-là, et si on les aidait, on leur donnait un outil tellement simple et on leur donnait un retour parce que tout le monde parle par exemple le yoruba, le fond, mais tout le monde ne sait pas forcément le lire. Donc il fallait avoir ce retour audio pour leur permettre de savoir, ok, tel papier que je prends, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Théophas, oui, est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport au projet? Ce qu'il a décrit, ça va? Je dirais que ça va, ça me convient. Le challenge était surtout, comme le nom le dit, d'aider les gens. Et puis,
Surtout à la phase du choix du challenge, je trouvais l'idée venait de notre responsable exécutif surtout. Et puis je trouvais ça, dès qu'il a présenté l'idée, j'ai trouvé ça vraiment assez altruiste en vrai. Et c'est vrai que sur le coup, pour moi c'était un peu fou parce que c'était carrément se comparer aux grandes entreprises comme Google, qui fait la même chose avec Google Lens. Pour moi, c'était un peu fou, c'était un peu irréalisable, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je pense qu'on devrait être fiers. Alors, Dometo, c'est enfant, mais le projet, c'est beaucoup plus le Yoruba. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas choisi un nom Yoruba? Parce que... Ok, bon, l'objectif, c'était pas seulement le Yoruba. C'était les langues en général. Et donc, on était contraint à réaliser ce projet en 3 jours. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de ressources pour finaliser avec le Yoruba. Avant de passer au fond. Mais finalement, on a pris les 3 jours pour finir le Yoruba, on n'a pas pu passer au fond. Donc, dans nos perspectives, nous pensons attaquer chacune des langues. On va revenir sur les perspectives. Le projet de l'équipe de Paul Combeto, c'est quoi son nom? Et qu'est-ce que votre application tente de résoudre? Bon, nous, notre projet, c'est Smart Viti. C'est une application web d'IA qui permet de traduire des vidéos de toutes langues en d'autres langues, en fait. L'objectif principal, c'est de briser les barrières linguistiques entre les différentes personnalités, les différents peuples du monde, en fait. On a constaté qu'il y a souvent des contenus vidéo qui sont dans certaines langues et des personnes qui ne comprennent pas ces langues n'arrivent pas à accéder à ces contenus grâce à la langue. Donc, on a dit qu'on va créer une application. On va créer une application web qui permet de résoudre ce problème. C'est-à-dire, si j'ai une vidéo dans une langue telle que l'anglais ou bien le français, je peux traduire directement la vidéo en langue locale, ou bien c'est-à-dire en fond ou bien en Yoruba. Et c'est toutes les langues chez vous, c'est ça? Oui, c'est les 2 langues que nous avons d'abord. Okay. Et maintenant, si nous avons aussi également une vidéo en fond ou bien en Yoruba, on peut la traduire également en anglais ou bien en français. Pour le moment, c'est limité à ces 4 langues parce que, bon, vu le temps, ça fait partie de nos perspectives, mais ça ne permet pas seulement de traduire des vidéos. Quand ils disent de traduire des vidéos, ça peut être pas trop clair. Ça dit, je prends une vidéo et à la sortie, j'ai une personne qui parle dans une autre langue en traduisant tout ce que l'ancienne langue avait dit en fait. Et aussi de sous-titrer pour ceux qui savent lire et qui ne comprennent pas, qui n'entendent pas, ils peuvent lire les sous-titres pour pouvoir comprendre. Donc c'est les 2 fonctionnalités principales de notre application. Les 2 équipes, vous avez remporté ce challenge et donc votre objectif est atteint, si on peut le dire ainsi. Et comment est-ce que vos applications seront mises à la disposition du public? Voilà l'équipe de AIDA. Ok, déjà pour AIDA, nous allons finaliser totalement l'application et il y aura une phase de test où les gens vont essayer, nous faire des retours pour qu'on améliore. Parce que comme je l'ai dit, on n'a pas assez de ressources, on doit améliorer ça. Et quand le projet sera au point, lors de la présentation, nous l'avons dit, que ce sera disponible via un abonnement annuel de 2000 francs. 2000 francs, pourquoi? Parce que il nous faut collecter des données. Il faut pouvoir rendre ces applications assez intelligentes et performantes pour qu'ils comprennent tout type d'expression. Donc, on compte quand même sur ces 2000 francs pour pouvoir réaliser des recherches et approfondir la connaissance de nos modèles. Donc, aux clients, c'est seulement, aux utilisateurs de l'application, c'est seulement cette somme de 2000 francs qu'ils ont à payer. Cependant, comme j'ai dit, on ne veut pas s'arrêter là parce que notre objectif, c'est de créer tout un assistant pour aider ces personnes âgées. Donc, ça ne va pas s'arrêter à la traduction. Il y aura d'autres fonctionnalités et ça va nous permettre d'étendre des partenariats. Imaginez un jour, vous prenez votre téléphone, vous dites Ndiado Keke et automatiquement un Zem vient, un GoZem vient. Donc, ça fait déjà une possibilité de partenariat avec GoZem pour pouvoir travailler. Et là, quand on fait une requête, on va sûrement revenir encore sur ce point-là. Et Paul, de votre côté, comment est-ce que votre application sera mise à la disposition du public? C'est quoi le fonctionnement? Ok, notre application, c'est un site web que nous avons conçu puisque un site web est portatif parce que ça dit que ce soit sur PC, sur Android ou bien sur iOS, je peux directement accéder à l'application et à toutes ses fonctionnalités juste avec un navigateur. Donc pour le moment, c'est un site web sur lequel, lorsque nous allons l'héberger, on a déjà hébergé la partie front-end, lorsque nous allons l'héberger, et un utilisateur qui accède à notre site grâce au lien, il aura
sur l'interface, il peut choisir la vidéo qu'il veut et il la traduit directement et il la retélécharge et il va pouvoir utiliser. Donc c'est comme ça que notre solution sera accessible pour le moment. Et Théophas, est-ce que vous pensez que la récompense reçue, ça vous suffit pour nourrir le fonctionnement de votre application? Vous avez reçu un prix à la fin. Oui, on a reçu un prix d'1,3 million francs CFA. Mais on a reçu un prix d'1,3 million francs CFA. Mais concernant sa suffisance pour le développement de l'application, je dirais que pour l'instant, sur le moment, oui, on peut faire avec. Mais après, sur la durée, vu qu'on veut en faire un truc, on ne veut pas en faire un truc à court terme, sur la durée, ce sera un peu compliqué de gérer si on ne génère pas des fonds avec l'application. C'est pourquoi d'où l'idée des 2 000 francs par an par utilisateur est venue. On espère avec ça pouvoir couvrir tous les frais de maintenance de l'application, d'amélioration de l'application. Et on espère pouvoir s'en sortir avec. Sinon, on devra peut-être essayer de revoir l'apport des fonds. Et Paul, chez vous, c'était quoi la récompense et comment vous pensez que ça peut être utile pour le démarrage de l'application? Bon, nous avons reçu le prix de 650 000 francs. Et bon, moi, d'après ce que j'ai compris, les 650 000 francs, c'est pas vraiment pour développer le projet. Et parce que parmi les récompenses que nous avons reçues, c'est pas seulement le chèque, il y a aussi l'incubation que nous avons recevoir de CMS City et l'accompagnement, le mentorat et tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de ressources là-bas qui vont nous permettre de démarrer en fait le projet et de le rendre accessible. Maintenant, sur le long terme, peut-être que puisque on ne fait pas une solution et sans qu'elle ait une rentabilité financière, donc chez nous, c'est que pour les personnes qui veulent juste faire une vidéo une fois, lorsque tu t'inscris sur la plateforme au départ, tu peux utiliser gratuitement, mais jusqu'à un moment, tu dois aussi faire des abonnements mensuels. Ou soit si c'est que tu veux juste faire une fois en passant, tu peux payer juste la seule fois et passer. Donc, grâce à cela, sur le long terme, l'application et nos solutions va suivre. Mais pour le moment, je crois que l'accompagnement et le mentorat et l'incubation et tout de CMS City va nous permettre de démarrer. Gilles, si aujourd'hui il y a un autre challenge qui est lancé, est-ce que vous pensez que vous allez soumettre encore votre projet pour recevoir une autre récompense? Bon, déjà, tout va dépendre du défi pour ce challenge-là, des objectifs. Et s'il y a toujours un challenge qui est dans ce sens, je pense pas forcément qu'on va présenter ce projet parce que on doit prouver aux gens qu'on veut évoluer. Donc, ça sera soit une version améliorée de ce projet-là ou un autre projet allant toujours dans le même sens, mais pas celui-ci parce que nous voulons quand même montrer que AIDA veut évoluer. AIDA ne veut pas seulement se contenter de cet espoir-là. Voilà. Je reste toujours avec vous. Est-ce que vous avez par hasard des attentes de la part des autorités ministérielles? Oui. Bon, déjà, je suis heureux qu'il y a eu ce challenge-là. C'est vraiment une première fois. Je ne m'y attendais pas. Donc, sur ce point, bravo à toute l'équipe, Ichiro, Lassine, qui ont travaillé dessus, à Canal+, CMS City aussi. Et je pense que, bon, c'est déjà un bon début. Bien sûr, on aimerait qu'il y ait d'autres challenges. On aimerait qu'ils soutiennent ces projets-là jusqu'à la fin, pas seulement les projets gagnants, parce qu'il y a aussi d'autres projets assez intéressants. Donc, pour moi, ils sont déjà sur une bonne lancée. Et donc, ils continuent avec. Voilà. Théophas, pour la même question. Pour la même question concernant les autorités ministérielles, dans le discours de la ministre du numérique, qui, lorsqu'elle nous remettait le prix, elle disait qu'elle s'engageait à soutenir les équipes qui ont gagné le challenge et à essayer de convaincre le conseil des ministres de mettre les moyens nécessaires pour l'accompagnement pour les projets. On espère la réalisation de la promesse. Et d'autre part, je dirais que ce genre de challenge essaye vraiment de réveiller la conscience de nous étudiants. Et en fait, le fait même que nous on ait gagné, nous simples étudiants, on ait gagné ce challenge, ça a réveillé beaucoup de conscience à IFRI et dans d'autres écoles.
je suppose que aux prochaines compétitions, beaucoup d'autres jeunes participeront. Et puis, justement, pour apport, je souhaite ce genre de challenge un peu plus souvent pour essayer de réveiller des talents. C'est pour le dire vulgairement. Paul, vos attentes de la part des autorités? Oui, comme l'a dit Gilles Théophas, bon, on remercie vraiment le ministère qui a eu cette idée. C'est vraiment très impressionnant. Et comme l'a dit Théophas, la ministre avait lors de son discours dit qu'elle va soumettre l'accompagnement, genre l'initiative auprès du Conseil des ministres pour qu'on soit vraiment accompagné comme cela se doit. Mes attentes, c'est que cela soit vraiment validé et qu'on ait vraiment l'accompagnement nécessaire pour que ces projets soient vraiment vulgarisés sur le terrain, pour que l'année prochaine, qu'on ne dise plus que c'était des prototypes, mais c'est déjà des solutions qui sont sur le marché que les gens utilisent, que ça aide vraiment les gens à briser les barrières linguistiques et promouvoir nos critiques. C'est moi mes attentes. Déjà, comment est-ce que le prix a été reçu au sein de votre école? Parce que vous êtes quand même allé représenter, c'est vrai que vous avez constitué vos équipes, c'est des initiatives qui sont venues de vous, mais vous êtes quand même d'une école. Le retour, c'était comment avec les autorités de votre école? Oui, je parle toujours de Paul Combeto. Allez-y. Bon, oui, d'abord, c'était une fierté que dans les 3 prix, il y a toujours des étudiants du fruit dedans, des personnes du fruit dedans. Et ça montre que le fruit fait vraiment un bon travail en termes de formation quoi. Et bon, l'initiative a été reçue sous de belles angles, très bien, ça a été bien reçu. Théophas, de votre côté, c'était comment? Concernant la célébration chez nous, on n'a pas vraiment fait de trucs officiels pour présenter les prix à l'école, mais déjà le soir même, quand nos camarades ont vu les images, ont vu notre réussite et consorts, ils nous ont envoyé plein de messages, tout plein, vraiment tout plein, pour nous féliciter, pour nous encourager, pour nous aider. C'était vraiment surprenant. Et je pense que peut-être en ce moment même, il y a d'autres membres de l'équipe qui sont en ce moment à l'Amphi Etisalat en train de présenter notre projet devant une assemblée pour le BWay, le Benin Workshop. Ok, il y a actuellement un truc en cours. Oui, actuellement il y a le Benin Workshop on Artificial Intelligence 2024 en ce moment à l'Amphi Etisalat, où on a été convié à présenter le projet qui a permis de remporter le challenge. Prix, voilà. Oui. Donc je prends ça comme une célébration officielle. Ok, d'accord. Donc Gilles, si je comprends bien, vous n'avez pas encore été à la rencontre du directeur de IFRI par exemple, ou du chef scolarité quand même, qui vous dit on est au courant de votre réussite, félicitations, ça n'a pas encore été fait? On ne l'a pas encore fait. Il est vrai qu'on a prévu ça, mais il faut le dire, quand on a fini, la compétition s'est déroulée la semaine passée. Donc on a fini le mercredi, le jeudi, on a reçu le prix, le vendredi, on était en compo. Donc on n'a pas encore vraiment eu le temps d'aller rencontrer officiellement les membres de l'administration. Et comme cette semaine aussi, il y a le BWay. Donc on attend qu'on soit vraiment libre et qu'on aille présenter ces prix-là au sein de l'administration. Mais il y a déjà une présentation en cours, donc ça montre qu'ils prennent déjà ça très bien et veulent encourager ces genres d'initiatives. Vous aviez commencé par le dire un peu au début et j'avais dit qu'on allait y revenir. Quand on parle d'un travail de groupe, il n'y a pas que l'iceberg qu'on voit, nous autres de l'autre côté. Pendant la phase pré-challenge, c'était quoi les vraies difficultés que vous aviez rencontrées? Déjà, les vraies difficultés, c'était niveau technique, parce que déjà, pour commencer le projet, il faut aller se renseigner, voir ce qui a déjà été fait, ce que les gens ont fait, et voir comment on peut rassembler tout ça et améliorer. Donc, déjà, comme je l'ai dit, l'application n'est pas déjà assez performante parce que il manque des ressources. Vous savez, en IA, surtout en machine learning, il faut des données. Donc, si aujourd'hui, je dis à l'assistant Google quel est mon nom et qu'il réponde, c'est parce qu'il y a eu des milliers de phrases du genre qu'on lui a soumis pour qu'il reconnaisse ça. Donc, chez nous, on est allé à la recherche de modèles déjà faits pour qu'ils comprennent le fond, le Yoruba et autres. Et par exemple, pour le Yoruba, on en a trouvé parce que Google a un peu travaillé dessus. Pour le fond, il y a des gens qui ont travaillé dessus et on a quelques soucis. On a vu des modèles qui répondaient
qui lisaient vraiment bien le fond. On a vu d'autres qui traduisaient bien le fond, mais oubliaient les accents. Donc, il fallait fouiller tous ces modèles qu'on avait à notre disposition et choisir lequel était plus performant. Et donc, c'était surtout ça, trouver les données, trouver les ressources. Il y avait aussi parfois comment gérer la cohésion entre l'équipe, parce que il faut pas que tout le monde travaille sur la même partie et oublie l'autre. Donc, il fallait vraiment coordonner l'équipe et se comprendre, parce que le choix du sujet de l'idée a été vraiment difficile. On a dû faire un vote pour voir, ok, finalement, on va choisir ce projet-là et présenter. Donc, voilà. Théophas, vous êtes aussi membre de l'équipe. Qu'est-ce que vous nous dites au sujet de cette question? Les problèmes qu'on a eu pendant la phase de préparation, et Git l'a dit, c'était surtout des problèmes techniques. Il y avait des problèmes pour trouver des modèles appropriés pour les langues, parce que c'est pas commun. On en a trouvé pour le Yoruba, parce que Google a fait des efforts. Après, pour les autres langues, le Goun, le Fon, le Dindi, là c'est un peu plus difficile, donc ça a été vraiment problématique. Après, il y a aussi la question de l'application. On hésitait un peu pour le choix des projets. On a dû faire un vote, comme il a dit. Après, on hésitait aussi pour la forme de l'application. On fait une application web, on fait une application mobile. Parce que il faut vraiment regarder lequel des deux, selon le contexte, lequel des deux est vraiment approprié, lequel des deux peut vraiment servir. Donc, ça a été une question qu'on s'est posée, peut-être même jusqu'à la street veille de l'hackathon. Mais finalement, on est parti sur une application mobile et je pense que, voilà. Et est-ce qu'en ce moment, vous aviez délégué quelqu'un comme votre leader, une personne qui devait coordonner, par exemple, et dit, on répartit telle tâche, ou c'était juste, voilà, vous essayez de gérer entre vous? Est-ce que vous aviez un leader en ce moment-là, au niveau de l'équipe? Au niveau de l'équipe, je dirais que comme leader, il y avait le responsable exécutif qui s'appelle Aris Alimani-Doko. Il est étudiant en IA aussi. Après, au niveau du développement, là, je vais saluer Hospice Roufodi qui nous a aidé. Parce que développeur mobile, il n'y en a pas vraiment dans la startup. Il n'y a que moi et le Hospice Roufodi, celui que je viens de citer. Donc, je dirais que c'était un peu difficile vu qu'on n'était que deux comme développeurs. Et puis, il y avait aussi des empêchements de mon côté. Donc, sur ce point, je le salue vraiment parce qu'il a vraiment contribué à notre réussite en vrai. Donc, voilà. Paul, de votre côté, de votre équipe SCGM, voilà. C'était quoi les challenges? Oui, bon, concernant les difficultés pré-challenge, on avait aussi des problèmes techniques, puisque après avoir eu l'idée, chez nous, on avait réfléchi à sur les 3 catégories, et lequel on peut faire rapidement, donc on a choisi le sous-titrage. Et après cela, il fallait aussi choisir si c'est web ou bien mobile, ce qu'on a fait facilement. Maintenant, au niveau des données aussi, des modèles, puisque comme l'a dit les autres, on avait déjà trouvé un modèle de Yoruba, donc c'était le fond qu'il fallait travailler pour pouvoir avoir un modèle. On avait trouvé des données différentes, donc ce qu'on avait commencé l'entraînement des modèles, et c'était vraiment la partie la plus difficile. On avait trouvé sur Google Colab qui est en ligne, on avait essayé, ça n'a pas marché parce que les serveurs n'étaient pas puissants. C'est moi qui étais principalement chargé de ça et j'avais décidé de faire l'entraînement sur mon PC, puisque entraînement, ça dit, c'est en ce moment on donne le modèle l'intelligence qu'il faut. Donc c'était vraiment difficile, on n'avait finalement pas pu le faire parce que lors de l'entraînement, mon PC avait même craqué. Et aussi, c'était vraiment ça le challenge, comment faire pour entraîner le modèle fond. Parce que ça a besoin de serveurs vraiment puissants, des machines puissantes. En ce qui concerne, ça c'est le problème sur le plan technique. Sur le plan équipe et tout, je crois qu'on n'était que 3 et il y avait un leader qui était là, c'est lui qui coordonnait les tâches, à qui la tâche, à qui cette tâche. De ce côté, c'était un peu plus facile. Théophas, on a constaté que le challenge c'était multimodal et multilingue. Donc il y a le côté technologie et il y a en même temps le côté des langues. Mais vos équipes n'ont pas impliqué les linguistes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rester uniquement entre vous? Est-ce que le rôle des linguistes n'était pas si sollicité en ce moment-là? Je dirais qu'on n'a pas intégré des linguistes parce que
déjà il fallait rechercher des linguistes. Et on manquait de temps. Vraiment, on manquait de temps. Excusez-moi. Pendant un moment, on ne savait même pas comment la compétition allait se dérouler, comment on allait être évalué, consort. C'était assez... on manquait vraiment de temps. Donc, on a dû se baser sur nos propres compétences en langue. Et l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a assez de personnes qui maîtrisent plusieurs langues du Bénin. Donc, on a, au lieu de perdre du temps à chercher des linguistes et de perdre des places parmi groupes à présenter là-bas, on a préféré mettre le paquet sur les compétences techniques et de jouer sur les compétences de chacun sur les langues. Et ça a plutôt bien marché. Gilles, par contre, je vais vous demander si est-ce que par la suite, dans le fonctionnement de votre application, vous allez solliciter maintenant l'expertise des linguistes ou si vous allez toujours évoluer en tant que développeur. Non, oui, ça, il le faut. Il le faut, pourquoi? Comme l'a dit Combeto, l'entraînement des modèles, l'entraînement des modèles, c'est une étape très importante. Par exemple, nous, vu qu'on n'avait pas assez de ressources, de puissances de calcul pour entraîner les modèles, on a utilisé ce qui était déjà fait par d'autres personnes. Maintenant, si le travail doit évoluer pour rendre ces modèles, ces applications assez intelligentes, on a besoin des linguistes qui s'y connaissent réellement dans la langue, qui vont fournir des données adéquates pour pouvoir entraîner le modèle. Donc, sur ce point, pour l'évolution de l'application, les linguistes, c'est vraiment l'apport des linguistes est vraiment nécessaire parce que c'est eux qui vont nous orienter et dire ok, telle donnée est bonne, on peut soumettre ça à la machine, telle donnée n'est pas bonne, il ne faut pas lui soumettre ça, puisqu'à la fin on doit avoir un modèle de qualité. Voilà. On dit que l'innovation construit et se construit. Quelles sont les autres touches que vous comptez apporter par la suite à votre application? Voilà. Déjà, même initialement, l'idée, on n'avait pas pensé au départ à un traducteur qui allait scanner les images. On avait pensé beaucoup plus à ça. Déjà, comme je l'ai dit, imaginez, vous appelez, vous prenez votre téléphone, vous dites Ndiado Keke, et puis un Gozem vient. Vous voyez? Donc, on veut faire de cette application un assistant qui vous suit partout et surtout qui aide les personnes illettrées qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais, le français et autres. Donc, à la longue, nous pouvons avoir des fonctionnalités comme une recherche vocale. Nous tous, nous allons sur Google. Pourquoi pas nos parents? Pourquoi pas? Et donc, une recherche vocale dans le sens où je n'ai pas forcément besoin d'écrire le français ou le fond. Je peux dire, mais avec un talon. Et puis ça me dit... Donc quand vous dites les parents vont pouvoir faire des recherches, c'est comme on dit je veux définir un tel mot et le parent cherche à définir et dit ça oralement, voilà. Donc ça va sortir. Voilà, c'est surtout ça, c'est même ça notre objectif principal. Donc nous allons améliorer le traducteur, améliorer la fonctionnalité de recherche vocale et ajouter d'autres touches, par exemple, pas forcément prendre un Gozem, peut-être commander, peut-être acheter à la pharmacie parce que nos parents, à un moment donné, on les laisse seuls, ils doivent s'aider, trouver des jeunes du quartier pour aller faire telle course, aller prendre tel comprimé. Et si on avait tout ça réuni dans une application où il soumet juste sa demande dans sa langue et quelques minutes après, il obtient satisfaction. Théophas, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous envisagez compléter à cette application? Je dirais qu'il a presque tout cité, mais il y a aussi la fonctionnalité. Quand on parle d'assistance, c'est pas seulement, on va pas faire seulement de l'application un assistant dans la vraie vie. C'est vrai que ça c'est important, c'est super important, mais on va aussi on essaie de faire de l'application un assistant aussi sur le portable, sur l'engin en fait. Tu pourras, nos parents pourront passer des appels en disant seulement, en parlant en langue et en disant d'appeler telle personne, pourront ouvrir des applications en parlant. On veut vraiment faire de cette application en fait un assistant, que ce soit dans le portable ou dans la vraie vie. Voilà. Alors Paul, votre application Smart Viti, c'est quoi les perspectives d'avenir? Bon, chez nous, nous avons également beaucoup de perspectives. Bon, pour le moment, nous avons limité seulement à 4 langues, c'est-à-dire le français, l'anglais, et le fon et le yoruba. Donc à l'avenir on compte impliquer plus de langues, que ce soit plus de langues locales telles que le dindi, le bariba, le mina, et bref tout, et aussi plus de langues internationales, le portugais et l'espagnol et plein d'autres. Deuxième perspective, c'est que actuellement lorsque nous traduisons la vidéo, ça parle la personne, la vidéo de sortie parle une voix qui n'est pas forcément la voix de la vidéo précédente. Donc ça ne fait pas vraiment le clonage. Donc c'est juste une voix que nous avons programmée, c'est cette voix que l'application utilise pour traduire
actuellement. Donc le futur, on prévoit faire aussi le clonage de voix pour que tout soit bien plus joli et plus clair, quoi. Et d'autres perspectives également, comme on l'a dit, les modèles qui sont là actuellement, c'est pas vraiment performant. C'est d'avoir plus de modèles performants qui vont plutôt traduire les choses clairement et plus avec précision, quoi. Et aussi, en dehors de ça, on pense aussi collaborer avec des organisations et d'autres, des partenariats pour pouvoir intégrer la solution peut-être également dans les solutions. Par exemple, on avait pensé un truc possible, par exemple, cette émission qu'on est en train de faire en français, c'est possible que à l'arrière-plan, ceux qui vont la suivre dans la langue qu'ils veulent. Ça, c'est possible. Toujours avec votre application, c'est ça? Mais pas l'application directement, mais genre, avec une collaboration, ça peut être possible. Ok. Donc, on est en train de penser à toutes ces choses-là que nous allons mettre dans le futur. Et aussi, actuellement, c'est juste sur le site web. Et on pense aussi pouvoir mettre ça sur des applications pour que ceux qui veulent accéder ça puissent accéder ça en ligne, sans forcément avoir de la connexion Internet. Est-ce que Théophas, dans votre équipe également, pour votre projet, vous avez eu ce problème de clonage dont Paul a parlé tout à l'heure? Bon, le clonage, ça intervient surtout parce que eux, ils essayent de prendre une vidéo d'origine. Par exemple, je prends un film Netflix que je veux traduire en fond. Le retour, ça me donne une autre voix, autre que ce qui est sur la vidéo d'origine. Et c'est pas vraiment, il y a forcément un sentiment de gêne quand on entend ça. On veut voir de la magie, on veut voir la même voix avec une autre langue. Donc c'est de là que vient l'expression cloner la voix de celui qui était là. Mais chez nous, c'était pas forcément ça. On prend simplement une photo et on ressort. Vu que la photo n'a pas de voix. Ok, d'accord. On veut pas la cloner. Donc il y a une voix qu'on a programmée et qui parle normalement. Et c'est bien à entendre puisqu'il n'y avait pas de voix d'origine. Voilà. Vous avez dit à l'entame que votre start-up a déjà travaillé sur d'autres projets, ou je ne sais pas si c'est vous-même. En tout cas, avant le projet Alondo Mentor, vous avez eu à travailler sur d'autres projets. C'est quoi ces projets-là? La start-up, au début, quand je me présentais, je parlais surtout de mes projets personnels. Oui, allez-y. Mais les projets personnels que j'ai fait, c'était surtout une application que je n'ai pas rendu au public parce que je pense qu'il y a encore 2-3 petits trucs à régler. Mais une application qui utilise une API. Une API, c'est du genre, des gens ont déjà développé une IA, ils ont mis en ligne, ils ont fait des API pour ça que moi je récupère, j'intègre dans mon application pour faire ce pourquoi ils ont entraîné le modèle. Donc ce que ça fait, par exemple, quand on prend nos portables, je vais prendre une image que je vais mettre sur le fond d'écran de mon portable, mais l'image est un peu restreinte pour les bordures et consorts. Il y a des dimensions qui ne sont pas vraiment adaptées au portable. Donc quand je mets ça au fond d'écran du portable, le portable étire l'image. Et c'est pas vraiment agréable à voir. Donc ce que l'IA fait, ça reçoit l'image, ça analyse ce qui est sur l'image et ça essaye de compléter l'image pour donner les dimensions que tu veux. Donc tu viens sur l'application, tu choisis les dimensions que tu veux, tu choisis l'image sur laquelle tu veux faire la transformation et ça te transforme, ça te donne l'image complétée. Genre il n'y a pas d'étiration, ça complète vraiment l'image pour que ça donne les dimensions que tu veux. Donc c'est juste ça de travailler. Maintenant pour revenir à la start-up, à part le projet que nous avons soumis pour le hackathon, on n'a pas vraiment de projet abouti, mais on a essayé de réfléchir sur. On a commencé l'année avec des projets en perspective. On a un département IoT, on a un département IA, on a un département web. C'est vraiment un truc structuré. D'un département IoT, on essaye de travailler sur une lampe qui s'allume avec un geste, genre. Oh. Ça détecte le son et la lampe s'allume et on refait comme ça. Et est-ce que c'est tout le monde qui peut faire le geste ou il faut que ça soit une seule personne que la lampe reconnaît, un peu comme les reconnaissances faciales des téléphones? Ouais, là c'est un problème parce que le système reconnaît uniquement le son. Après on essaie d'améliorer ça, on essaye de revoir le truc pour que ça s'allume avec la voix. On parle, on dit une phrase spécifique. Comme allume-toi. Voilà. Bon, allume-toi. Peut-être même tu peux l'appeler par son nom. Parce que la lampe aura son nom. La lampe sera, en griffe une personne. Tu l'appelles par son nom et tu lui dis allume-toi et elle s'allume gentiment. Tu lui dis éteins-toi et elle s'éteint tranquillement. Et on essaie de partir sur un truc qui va peut-être reconnaître la voix de son utilisateur. Mais bon,
on ne l'a pas encore fait. C'est une des perspectives du projet actuel. Après, il y a aussi des projets d'un département web. Ça, c'est surtout, on essaie de construire une application qui va aider les agriculteurs et consorts pour la gestion. Là, c'est un truc de gestion de stock, la gestion des engrais, des matériaux de production et tout, pour histoire de, parce que souvent quand ils sont en pleine production, ils ne font pas souvent attention à leur provision de minerais et consorts, et souvent ils tombent en pénurie. Donc l'application pourra peut-être leur rappeler, tiens, il reste tel stock dans votre entrepôt, et peut-être leur proposer des trucs pour passer des commandes et consorts. Mais il y a aussi un problème au niveau, c'est pourquoi c'est pas encore abouti, il y a aussi un problème, c'est comment l'application pourra reconnaître la pénurie. Ok. Là, on peut intégrer une IA, mais il faudra un truc assez grand, et on n'a pas vraiment les moyens pour ça actuellement. Et j'ai constaté que Gilles, de son côté, a quelque chose à ajouter. Oui, déjà, comme l'a cité Théophas, il a donné différents projets sur lesquels on réfléchissait, et le plus important, ce qu'on remarque, c'est qu'on manque toujours de moyens. Nous sommes en majeure partie des étudiants, donc on n'arrive pas à finir les projets, même si on a peut-être la compétence, on n'a pas toutes les ressources pour réaliser ça. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles on a participé à l'hackathon, parce que quand on a vu à la clé 3 000 €, 2 000 €, on s'est dit tiens, il faut participer à faire ça. Il ne faut pas quand même rater cette opportunité. Et pouvoir investir. Donc je pense qu'avec ça, cette rentrée, on peut déjà travailler sur quelques projets et les rendre à thème. Et aussi, Aïda participe aussi à la vulgarisation de l'IA. Je pense que nous connaissons d'IA ChatGPT, nous connaissons d'IA Lexica qui génère des images, mais nos parents ne connaissent pas. Tu rentres, tu dis maman, tu connais ChatGPT, tu dis non. Donc nous essayons de faire découvrir l'IA aux gens à travers quelques mythes qu'on organise, et donc on aborde un sujet précis, l'IA, son impact et autres, pour pouvoir faire connaître l'IA à tout le monde et faire immédiatement leur montrer l'impact négatif de l'IA pour qu'on s'apprête. Aujourd'hui, il y a les deepfakes qui font du ravage. Ce n'est pas encore présent au Bénin assez, mais je vous assure que je pense que la prochaine vague de cybercriminels qui vont arnaquer notre population vont surtout s'armer de l'IA. Donc il faudrait déjà vulgariser les gens pour qu'ils s'apprêtent à cela. Donc nous travaillons sur ça. Nous avons déjà organisé 3 à 4 mythes cette année, depuis l'année passée, pour présenter quelques sujets par rapport à l'IA. Des mythes publics? Non, nous réalisons ça en ligne. Okay. Mais nous prévoyons quand même faire un petit événement en présentiel pour mieux faire découvrir l'IA aux gens. Mais pour l'instant, c'est en ligne. Et vous pouvez participer si vous avez la connexion et la disponibilité. Pour suivre quand même ce sur quoi vous travaillez, voilà. Comment ça peut aider la communauté. Est-ce que Paul, de votre côté, dans votre équipe, vous avez eu également à travailler sur d'autres projets en dehors de Smart Viti? Bon, oui, comme je le disais, la team SCGM existait depuis, elle a déjà travaillé sur certains projets, mais c'était toujours sur des concours en fait. C'était sur des compétitions, c'est pas vraiment une start-up, c'est pas une start-up d'abord, ni une équipe ou bien une entreprise, c'est juste une équipe de personnes qui essaient de participer à des compétitions pour se challenger. Bon, donc, vous avez déjà eu la chance de participer à d'autres challenges par le passé? Oui, la team SCGM, mais moi, je n'y faisais pas partie. Okay. Par exemple, il y a déjà des projets qui ont travaillé par le passé lors d'un hackathon où ils créaient en fait un assistant, une sorte d'assistant qui permet de simuler des entretiens d'embauche. Genre, lorsque on met l'offre d'emploi, et aussi ça génère en fait une simulation de l'entretien d'embauche, comment est-ce que ça peut se passer et tout ça là. Donc la personne qui veut candidater, envoyer sa candidature, il sait déjà à peu près à quoi s'attendre. Oui, à quoi s'attendre lors de l'entretien. Okay. Ça c'est un des projets sur lesquels la team LCGA a déjà participé une fois. Bon, maintenant, en dehors de ça, moi, sur des projets personnels, j'ai eu déjà travaillé sur, puisque moi, je suis plus sur les systèmes embarqués, c'est-à-dire des systèmes électroniques, un peu d'électronique et un peu de l'informatique. L'IA, c'est une passion qui est connexe que je fais sur des projets académiques. Nous avons déjà eu à faire une sorte de maison intelligente. C'est comme une maison qui est intelligente dans laquelle tu peux, par exemple, ouvrir la porte automatiquement avec juste un scanner. Tu scannes et la porte s'ouvre automatiquement pour savoir si c'est les personnes de la maison ou pas. Ça permet d'assurer la sécurité et tout ça. Ça permet aussi, dans le projet que nous avons eu à faire par le passé, pas avec la team SCG,
projet, mais j'ai un projet académique où on peut allumer des lampes en parlant. Comme ceux-là le disaient, ça, on a pu le faire en parlant, en disant telle lampe, allume-toi, lampe du salon, allume-toi, et là, ça allume. Et ça s'allumait vraiment. Oui, ça s'allumait et vraiment. Vous l'avez nommé, c'est ça où vous venez, vous dites seulement, lampe du salon, oui, allume-toi. c'est dans la programmation, genre, c'est lors de la programmation qu'on a spécifié ça là, que lorsqu'on dit lampe du salon, c'est telle lampe qui s'allume et tout ça. Mais si quelqu'un vient et dit lampe tout coup, ça ne va pas s'allumer parce que ça ne reconnaît pas. Ça ne reconnaît pas c'est de quelle lampe il s'allume. Okay. Et la maison aussi permettait, lorsqu'il y a un incendie dans la maison, ça déclenche une alarme par exemple pour alerter les gens qui a alarme. Et aussi, bon, il y a plein d'autres fonctionnalités que la maison que nous avons eu à faire et possédait quand même. Je ne sais pas si Gilles t'a quelque chose à ajouter toujours dans ce cadre-là. Bon, moi j'ai travaillé sur des projets, mais c'était surtout des projets basiques pour pouvoir m'améliorer. Et l'un des projets dont je peux en être fier, c'est BibBot. En fait, c'est un chatbot qui vous permet de tout savoir sur la Bible. Souvent, on peut être en train de discuter et mon ami Tophas me dit tu sais, dans la Bible on a dit telle chose, et on se dit vrai, mais on n'a pas regardé le verset. Au lieu de parcourir chaque page de la Bible, je peux lui poser une question spécifique par rapport à la Bible, n'importe quelle question qui touche autour de la Bible, et il me répond. Donc il peut me répondre et même me donner le verset qu'il a dit. Donc ça peut nous aussi. Je pense que parfois peut-être nous chrétiens on se pose des questions, est-ce que ça c'est temps, est-ce que ça c'est temps. Donc par exemple quand on dit heureux les pauvres de cœur car le royaume des cieux est à eux, je peux lui poser la question et même c'est demander, dans quel verset exactement, et même lui demander ce qui est dit par là, une interprétation et autres. Voilà. Ah d'accord, c'est quand même très intéressant. Et vous avez quelque chose à ajouter toujours sur vos anciens projets, Théophas? Bon, les anciens projets, non. Mais je vois l'enthousiasme que ça crée, cette magie en griffe, cette magie, ce truc inimaginable que des gens sont réglés. Ça va sûrement créer l'euphorie chez les gens. Mais il y a ce truc qui fait rêver. Dans l'IA, il y a ce truc qui fait rêver, il y a ce truc qui impressionne. Mais il y a Guita a mis l'accent tout à l'heure sur les cybercriminels. Il faut avouer que l'IA est une âme super dangereuse. Très, très dangereuse en fait. Qui, si elle n'est pas utilisée avec éthique, court chose là. On va courir sérieusement à notre perte en vrai. Parce que il y a un de nos professeurs qui aime le rappeler. Il a fait des erreurs parfois et qui mettent en péril l'homme. Et il nous donne souvent une situation du genre si une voiture pilotée intelligemment, une voiture intelligente qui réfléchit tout seul, qui conduit tout seul et consort. Si elle est sur une voiture, en fait, il y a un conducteur qui est là, mais la voiture conduit toute seule. Et par inadvertance, la voiture, il y a une femme qui traverse, il y a une personne qui traverse la route, et la voiture n'arrive pas à vite reconnaître la personne et l'écrase. Ok. Alors que l'humain qui est à l'intérieur avait la possibilité. Il avait la possibilité, mais il avait confiance. Vu que c'est l'IA qui est en charge à sa voiture, et il n'a rien fait. Donc là maintenant, quel est le fautif? C'est l'IA. L'IA n'est pas une personne. C'est le conducteur. Le conducteur n'a rien fait. Il a fait confiance à la voiture qu'il a achetée. C'est la personne qui traversait, peut-être, mais bon, c'est quand même l'entreprise qui a conçu l'IA, qui a créé l'IA. Donc il y a vraiment ce côté éthique. Il y a aussi le cas où les gens utilisent l'IA pour les deepfakes. On a eu plusieurs images du président Macron. Plusieurs images du président Macron qui semblaient vraies, qui n'étaient pas vraies. Plusieurs images du pape François dans des boîtes de nuit et autres, avec des cigarettes et consorts, qui semblaient vraies, mais qui n'étaient pas vraies. Donc je peux utiliser une IA vraiment puissante pour une personne que personne ne connaît. Parce qu'on sait que c'est faux concernant le pape parce qu'on connaît le pape. On sait que c'est faux concernant Emmanuel Macron parce qu'on connaît Emmanuel Macron. Mais si pour des personnes qui n'ont pas encore cette réputation-là. Je prends une de ces photos, je mets sur un document factice, on attrape ce document, c'est la personne c'est l'image qui est là-dessus, on va chercher en fait. Donc il y a vraiment ce côté éthique derrière l'IA qu'il faut essayer de réguler. Et il y a une fondation qui essaye de le faire, qui a fait ses débuts l'année passée. Là, et c'est la fondation justement du prof qui citait la situation tout à l'heure, qui s'appelle la FRIA.
Fondation Ratel pour l'intelligence artificielle et efficiente. Ça a commencé l'année passée, donc ça ne fait pas vraiment effet jusque-là, mais bon, je dirais que... Avec le temps, ça va prendre. Avec le temps, ça va prendre, mais c'est surtout une question de sensibilisation, c'est surtout une question de morale. Et il y a aussi aujourd'hui des jeunes qui ne font plus du tout d'efforts à cause de l'IA. Quand ils ont des tests à écrire, confient à l'IA et l'IA gère à leur place. C'est vrai qu'ils se disent c'est la tendance, il faut quand même en profiter, mais il y a toujours cette question de... Est-ce que l'humain ne finira pas s'abêtir? Pas s'abêtir à un moment donné, parce que ça ne permet plus de réfléchir, Hier, de peaufiner sa plume. On a suivi une présentation de notre directeur AFOI, Obiway justement, qui faisait cas du plagiat. Et qui citait ce genre de situation-là. Et puis, fatalement, pour ce genre de personnes, il y a des outils qui sont en train d'être conçus parce que quand on crée une arme, on construit un bouclier. Voilà. Il y a certains logiciels qui sont en train d'être construits justement pour essayer de contrer ce genre de personnes, qui essaient de reconnaître les similitudes entre les trucs générés par l'IA. Les trucs générés par l'IA et ceux dont l'humain est capable. Et quand ça ne marche pas trop, on t'accuse de plagiat et qu'on sort. Et puis, si tu avais eu ton diplôme avec ça, on te retire ton diplôme. Il a cité certaines fonctions qui font vraiment peur, qui font vraiment peur hier. Et puis voilà. Si des gens se hasardent à utiliser ce genre de trucs, ils finiront forcément pas être attrapés. Et nous arrivons au thème de notre émission. Quel est votre mot de conclusion, Paul Combeto? Ok. Moi, de mon côté, je dirais merci pour l'invitation. Et aussi, je dirais l'IA, en fait, la technologie, ça peut faire beaucoup de choses vraiment inimaginables, en fait. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, qui vont croire que c'est des choses pas faisables, mais c'est vraiment faisable. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui que la technologie peut faire, c'est vraiment faisable. Parce qu'il y a vraiment les recherches qui sont allées très loin. Et je crois que ici, dans notre institut, on est vraiment en train de travailler quand même beaucoup pour, avec les jeunes d'aujourd'hui et tout ça, l'enthousiasme est là, le Bénin aussi, le pouvoir de pouvoir créer des solutions innovantes et tout ça. C'est sur ces mots que moi je dis que l'IA a le pouvoir de transformer beaucoup de choses en fait. Merci Paul. Gilles, votre mot de fin. Okay, déjà, moi je vous remercie pour cette émission, cette initiative et je souhaiterais qu'il en ait dans les fois à venir. Ça permet d'éveiller les consciences, ça permet de motiver les gens à travailler sur des projets. Et je dirais à tous les jeunes que nous sommes de ne pas forcément attendre une aide et autres. Quand j'ai une idée, il faudrait que je travaille jusqu'au bout, que je réfléchisse à résoudre des problèmes sociaux, environnementaux et autres grâce aux compétences que j'ai. Donc aujourd'hui, nous allons au cours, nous recevons des compétences, mais qu'est-ce qu'on en fait finalement? Donc il faudrait pouvoir trouver un moyen de réinvestir ces compétences-là, de les appliquer pour résoudre des problèmes vraiment sociaux qui impactent le Bénin et le monde. Théophas, on veut vous entendre. Pour mon mot de fin, je dirais déjà, je vais répéter ce que les autres ont dit. Merci. Merci Dia pour l'invitation, pour l'émission, pour l'initiative. C'est une super bonne idée. Après, pour prolonger un peu ce que Guy a dit, je dirais à tous ceux qui nous suivent, aux étudiants, si vous avez des rêves, des ambitions et des moyens en fait de faire voilà, c'est de donner un sens à ces rêves, de ne pas hésiter, parce que sur les revenants au challenge, sur plus de 2000 équipes qui s'étaient inscrites, beaucoup d'entre nous ne voyaient pas vraiment cette victoire, ne voyaient peut-être même pas du tout cette victoire. Donc sur tout le nombre, et chaque jour le nombre d'équipes qui s'inscrivaient grossissait, et puis bon, on se disait quand même on va participer, mais nous voilà victorieux avec le deuxième prix. Donc je dirais de quand même essayer, et puis si ça porte, on ne perd pas. Si vous gagnez, si ça ne marche pas, alors vous avez forcément appris quelque chose. Et c'est sur ces mots que nous allons vous dire merci Gilles, merci Paul Combeto, merci encore à vous Théophas Afomansé, merci d'être venu dans Univers Science, une émission consacrée à la promotion de la science et de la technologie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission qui recevait pour vous Gilles Baguidi qui est développeur IA, Théophas Afomansé, développeur web,
Web et Paul Combetor, développeur Python, tous des jeunes innovateurs et grands rêveurs ayant remporté les deuxième et troisième prix du hackathon multimodal organisé par le ministère de la digitalisation et du numérique. La mise en onde a été assurée par Flavien Assou. Au micro, je suis Nadia Konandou. Travaillons chaque jour pour une science réellement au service de nos populations. Bonsoir chez vous et à jeudi prochain pour notre numéro.